Merci beaucoup. Merci de la belle invitation et de l'atmosphère qui est toujours très agréable ici. C'était un plaisir de venir ici. Il y a un point d'interrogation dans mon titre, dans Fiction chronique historique, passage, point d'interrogation. Et c'est le sujet, en fait, de mon interrogation. Je parlerai du roman Les Dépossédés, donc publié en français. C'est une traduction sur laquelle j'ai travaillé, donc publié à l'origine en suédois en 2009 et en français, donc 2011, de Sem Sandberg. Il brosse le portrait des habitants du ghetto de Lodz ou Łódź, en Pologne, sous l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage principal, Mordechai Chaim Rumkowski, président du Conseil juif, homme d'affaires et tyran extravagant, illustre l'ordre à la fois implacable et pervers instauré par les autorités nazies. Rumkowski transforme le ghetto en un vaste complexe industriel, espérant assurer la survie des Juifs en contribuant à l'effort de guerre allemand. Or, malgré la productivité effrénée, presque tous seront exterminés. Vers la fin de la guerre, le ghetto, c'est le dernier ghetto qui a été liquidé, c'est le vocabulaire utilisé par les nazis, en juin 1944, quelques mois avant l'arrivée des troupes soviétiques. Ma contribution interroge cette écriture littéraire, puisque intitulée roman, et littérature donc, qui enchevêtre inextricablement la chronique historique du ghetto, chronique qui a été découverte il y a peu de temps dans les décombres de l'ancien ghetto, décombres que l'on peut visiter puisque ça fait partie de la ville, c'est une très grande ville industrielle en Pologne, Łódź, et en fait le territoire est toujours là. C'est pas à l'extérieur, c'est pas dans une forêt, c'est pas éloigné, ça fait partie de la ville de Łódź, encore aujourd'hui, comme lieu de la ville. Les procédures de fiction sont intercalées, enchevêtrées dans le texte, comme sont intercalés, enchevêtrés les extraits, les citations, les documents de sources historiques. Je reconnais ici une sorte de réalisme sous emprise du réel, c'est ça qui stimule ma pensée. Donc cette emprise du réel sur le réalisme, une sorte de Umkehrung aller Werte, qui remet en question les pratiques d'écriture et de lecture sous l'effet de l'extrême dans la littérature contemporaine. Et les récits de génocide sont exemplaires à cet égard. Je formule la thèse suivante. La stratégie d'enchevêtrement entre le récit de témoignage et le récit de fiction consiste à faire prendre appui le second, donc le récit de fiction, sur le premier, le récit de témoignage, pour asseoir le domaine du vraisemblable. Nous sommes dans le cadre d'un roman, et donc l'appui est le domaine du vraisemblable, bien sûr. Or, ce faisant, le récit de fiction se déploie sous emprise du récit de témoignage. Le vrai l'emporte sur le vraisemblable. Donc, la forme de réalisme véridique tente à enlever le fondement du genre romanesque, le vraisemblable. Les Dépossédés de Sam Sandberg posent ainsi la question lancinante: comment lire un récit de fiction non vraisemblable, mais vrai? Et je n'ai pas de réponse à ce sujet-là. D'ailleurs, je ne sais pas comment nous lisons ce genre de texte. Mon exposé présenté lors du dernier colloque international de sociocritique qui s'est tenu à Paris il y a 3 ans me permet de préciser cette question en mettant le témoignage au cœur du dispositif narratif. En effet, le roman de Yannick Enel, intitulé Jan Karski, publié en 2009, ne parle pas seulement du génocide dont le personnage principal, Jan Karski, a été un témoin en tant qu'agent secret du gouvernement polonais en exil à Londres, mais à travers le génocide qui l'aura marqué à jamais. Non pas seulement mais à travers. Le récit de cette corporéité vécue, blessée, traumatisée, est au cœur du témoignage, offrant au lecteur une prise directe et ressentie avec l'expérience extrême. Cette interpellation
affective de l'auditoire par l'acte de témoignage ouvre une dimension cognitive du lieu de rencontre avec le témoin, en l'occurrence, l'œuvre littéraire. Reconnaissons ici l'interférence entre l'esthétique et l'éthique qui caractérise le type d'écriture qui nous préoccupe. Pour avancer dans la réflexion sur les nouvelles formes du réalisme dans la représentation du génocide, il faudra sans doute lever l'opposition entre fiction et non-fiction, littérature et témoignage, modèle de pensée vraisemblable et paroles véridiques. Mais comment appréhender la rencontre entre ces notions qualifiées d'improbables, voire de non pertinentes, dans la conception du romanesque qui prévaut avant et après le génocide, comme si de rien n'était, comme si de rien ne sera. S'il est vrai que toute représentation d'une réalité historique ou d'un vécu personnel appelle à la mise en forme langagière, répondant à des normes esthétiques préétablies, le témoignage perd inévitablement sa vérité intime pour gagner en crédibilité, car il se met à l'écoute de l'autre, de la tierce personne. Sa valeur esthétique répondrait à sa fonction communicative qui consiste à se faire comprendre pour combattre l'oubli. Dorénavant, il faut s'interroger sur la fin du topos de l'irreprésentable. Levons les interdits de fiction réaliste de jadis. Prenons par exemple Le Fils de Saül, film de Laszlo Nemes, fiction d'un gars du Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau, un film qui est sorti en France il y a quelques mois dans les salles. On le sait, le génocide a entraîné la destruction des normes esthétiques. Mais comment définir l'effet de l'art dans notre monde désenchanté pour éviter la jonction entre tout peut être dit et tout se vaut? Le roman de Sem Sandberg permet d'explorer cette zone périlleuse des nouvelles formes esthétiques, du réalisme et de l'hyperréalisme, ce dernier agissant sous le sceau de la violence sublime. Je donnerai en fin de ma communication un exemple. Quant à l'éthique, pour éviter les pièges de l'oubli et de l'indistinction qui favorisent la montée de la barbarie contemporaine, nos sociétés de l'après-Auschwitz ont proclamé un nouvel impératif catégorique, le plus jamais ça, dont le tenant de la morale, le représentant éthique est justement le témoin survivant. Même si l'appel est toujours resté sans effet, l'appel à plus jamais ça, force est de constater la charge symbolique qui est forte que nos sociétés actuelles attribuent à la parole du témoin. Ce dernier revêt le rôle d'un acteur social idéalisé dans un monde désenchanté par l'avènement de l'extrême. Il assure la pérennité de la raison agissante, la transmission des valeurs sociales, humaines, d'un passé différent et la lisibilité du présent. Or, l'idéalisation du témoin appelle à la critique. D'une part, on peut supposer que, à l'heure où les derniers survivants des camps nazis disparaissent, nos sociétés souffriront de la perte de porteurs de sens historiques et civiques, que leurs paroles risqueront d'être récupérées et manipulées par des démagogues. On le voit aujourd'hui. D'autre part, il faut s'interroger sur la conception éthique de la communication et a fortiori du discours littéraire. Là encore, la conception, les dépossédés permettent d'analyser les procédures de modélisation éthique d'un fait historique et de sa portée culturelle sur nos sociétés contemporaines. La réflexion sur l'esthétique et l'éthique du roman de Sam Sandberg recèle évidemment une dimension politique. D'une part, nous sommes nombreux à recuser l'usage de la mémoire du génocide à des fins mémorielles, alors que les tenants et aboutissants de ce prétendu devoir civique sont loin d'être clairement établis. On s'accorde sur le fait que l'excès de commémoration institutionnelle est source d'ambiguïté. Les camps nazis sont devenus un lieu commun du monde occidental, servant de fond argumentatif à une politique de mémoire destinée à évacuer, à mater des mémoires du passé qui dérangent toujours, des passés qui ne passent pas. D'autre part, on peut penser que le récit de génocide endosse un rôle d'alerte. Le lecteur de ces textes peut prendre conscience de la précarité de la paix sociale et de la fragilité de sa propre humanité. Enfin, l'analyse des structures narratives de ces récits permet d'identifier une pratique de la subversion de l'ordre discursif établi
Et c'est ce que je me propose de montrer avec quelques exemples, à l'exemple du roman de Sam Sandberg. Donc quelques exemples. Ce qui m'interpelle, et ce que je développerai si on demande une version écrite, sous forme d'analyse pointue et précise, c'est d'abord le rôle que joue le paratexte de ce roman de près de 600 pages. Il y apporte d'abord un glossaire, parce que disséminé à travers le roman, traduit en français encore une fois, il y a de très nombreux xénismes, donc de mots étrangers, la plupart du temps empruntés au yiddish, mais aussi au polonais et à l'allemand. Souvent, le texte fournit aussi des notes en bas de page, mais il y a un glossaire fourni et qui explique les termes spécifiques. Il y a aussi ce qu'il appelle la présentation des personnages. C'est très curieux parce que, en fait, c'est curieux et non, c'est un ancrage dans le romanesque d'une part, mais d'autre part, il y a aussi des personnes historiques, des acteurs de ce temps-là. Donc il y a un mélange de personnages et de personnes, en fait. Et il y a ce qu'il appelle un commentaire avec S au pluriel, où il explique le but du roman. Parlant de Chaim Rumkowski, donc le Judenälteste, qui était chargé de gérer le ghetto avec son conseil, je lis le passage suivant, donc intitulé Commentaire. Dans la plupart des témoignages de survivants, et il en existe malgré tout un certain nombre, Rumkowski paraît comme un carriériste et un collaborateur sans scrupules, prêt à tout pour exécuter les décisions des dirigeants nazis. Pourtant, il y a eu manifestement une limite au-delà de laquelle même Mordechai Chaim Rumkowski se sentit obligé de se dérober et de dire non. Ce roman tourne autour de cette limite. Alors, ce qui m'interpelle, c'est la rencontre entre la portée de la fiction, d'une part, et d'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, une emprise du monde documentaire ou des documents qu'il insère dans le texte. Le statut de ces documents est souvent incertain, c'est-à-dire il y a parfois de très longs passages qui sont tirés d'un journal intime d'un survivant ou d'une survivante, avec toutes les références. Donc il y a le nom propre et la personne qui est indiquée. Le jeu de la typographie indique qu'on est dans un autre flux narratif, qu'on est à la rencontre d'un texte qui a une autre provenance que le flux narratif. Pas d'ambiguïté à ce sujet-là. Simplement, un jeu intéressant à observer pour le lecteur que je suis entre le narratif et le document. Mais par moment, il y a aussi changement de typographie, par exemple l'utilisation de l'italique pour de très longs passages dialogiques. À ce moment-là, il n'y a pas changement de taille, mais l'utilisation de l'italique. Et on ne sait pas d'où. Donc il y a un marquage, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le statut en fait. Ça pourrait être des enregistrements faite par les équipes qui étaient chargées de tenir la chronique. Il y en avait plus d'une quarantaine de personnes qui ont, dans le cadre de l'administration du ghetto, donc administration juive, qui ont tenu une chronique pour documenter tout ce qui s'est passé et qui a enregistré aussi des discours, par exemple de Rumkowski ou des potentats nazis qui se sont fait un plaisir de tenir des discours à l'intérieur du ghetto. Donc ce statut-là n'est ni avéré ni affirmé dans le texte. On navigue dans le flou. On ne sait pas si la pensée de Rumkowski ou d'autres personnages ou de personnes proviennent de sources autres que, par exemple, la chronique elle-même ou s'il y a eu des journaux intimes. Le texte ne le précise pas. Ce qui est remarquable pour moi, c'est la gestion de la parole directe, en fait. Elle est troublante, elle est fascinante. Elle joue, mais dans le bon sens du roman, je veux dire, de l'intrigue. Elle joue sur le flou de la multiplicité des voix. Par exemple, on peut lire, il existe plusieurs témoignages. À ce moment-là, on va à la rencontre d'une pluralité de voix que l'on n'arrive pas à identifier. Mais la parole a un enracinement documentaire. Fait.
Donc, la forme de paraphrase assigne la véracité de la parole, mais on n'arrive pas en tant que lecteur à identifier la voix. Il y a aussi le « on dit » qu'à cette époque. Donc, le « on » est encore plus flou qu'il existe plusieurs témoignages. Mais, encore une fois, cette parole qui se perd dans le flou, qui est imprécis ou qui est précis, va à la rencontre du flux narratif. Et donc, nourrit la portée véridique de la parole en même temps qu'on est aussi dans le vraisemblable. Donc il y a ce jeu entre le vrai et le vraisemblable que l'on n'arrive pas à pondérer et à identifier très clairement. Cela contribue à la portée du discours. Alors je vais vous donner pour terminer un exemple qui indique bien mon sujet. Alors, c'est l'ouverture d'une scène. Je la lis en allemand parce qu'elle est écrite en allemand et je pense que vous la comprendrez sans problème. Le fameux Schnell, Schnell, mach, dass du hier wegkommst, du Judensau. Vous comprenez? Non, vite, vite, dégage, sale truie juive. Ce furent les premiers mots qu'entendit Vera Schulz, prononcés par un policier allemand dont la voix tranchante perçait, assourdie par les portes du wagon. C'est l'arrivée du train de déportation à l'intérieur du ghetto. Ou aux portes du ghetto, en fait. C'est une parole qui est assignée à un policier quelconque. C'est une parole quelconque. C'est une parole extrêmement stéréotypée que l'on entend dans tous les films et dans tous les documentaires qui portent sur l'arrivée des trains de déportation. Par contre, elle nota la date dans son carnet, 4 octobre 1941, convoi N au Prague 2. Là, c'est un autre discours, c'est-à-dire nous sommes là au niveau d'un document, un journal intime qui a été préservé. Là, il a dû neiger pendant la nuit, les yeux éblouis par la réverbération et surpris par le froid, se remplissent de larmes, etc. Là, nous sommes dans le discours narratif, dans le discours de fiction. Il a dû neiger pendant la nuit. Et donc, dans l'espace de quelques lignes, on passe d'un discours de la soldatesque allemande extrêmement stéréotypé sur une parole véridique assignée à un journal, à un nom, et puis on passe une ligne plus loin dans la fiction. Et le tout crée donc cet halo de véracité, cette emprise de la vérité sur le discours vraisemblable de la fiction. Je termine un dernier passage parce que pour aller plus loin, c'est-à-dire pour rester sur cette emprise du vrai sur le vraisemblable, il y a des passages, je ne vais pas le lire, il y a des passages où on entre dans ce que j'ai appelé le réalisme qui est dicté par le sublime, c'est-à-dire on est dans le cadre de la présentation ou de la représentation de l'hyperviolence, donc le carnage, le massacre, etc. Et donc je pense que pour que ça porte dans ce type de discours, il faut qu'il y ait cette emprise du vrai pour enraciner la mise en scène de la violence dans le cadre du vraisemblable. Voilà, j'ai terminé. Merci.